Donc, InDesign, pour faire la mise en page, depuis 1999, le logiciel phare pour faire la mise en page, quand vous entrez dans une librairie, la plupart des choses sont faites avec InDesign, en fait, hein. Donc, mais InDesign, ça ne sert pas qu'à faire des imprimés, ça sert aussi à faire des livres électroniques éventuellement. Ça n'exporte pas du HTML, CSS propre, mais en ajoutant un plugin, on peut exporter du HTML, CSS avec des images et des interactions, mais c'est très marginal. Ça fait du PDF, bien sûr, du PDF avec interactivité, mais c'est un peu tombé en désuétude. Mais pourquoi pas, pour une borne, ça peut être intéressant de faire du PDF interactif. Si vous ne connaissez pas d'autres systèmes comme le web pour faire de l'interactivité avec de la vidéo, du son. Donc, InDesign, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas que pour l'impression. Alors, le monde de l'impression a pas mal changé depuis l'apparition du web, puisque les habitudes des gens, maintenant, ils lisent sur le web, ils regardent des vidéos, ils regardent des choses sur le web, évidemment. Ça a bouleversé un peu le monde de l'impression. Et donc, comme souvent, quand on a un secteur en crise, c'est le moyen de gamme qui disparaît. Et donc, actuellement, on a le haut de gamme, les magazines haut de gamme, les magazines qu'on vous vend 15 ou 20 euros chaque semaine ou chaque mois. Euh, ça marche. Et puis, tout ce qui est bas de gamme, communication, sur flyer, triptyque, etc. Mais tout ce qui est moyen de gamme a tendance un peu à disparaître, comme souvent dans les secteurs en crise. Donc, voilà un peu la situation. Donc, InDesign, au niveau de la qualité de la typographie, est excellent. Il est très bon, donc il permet de faire des documents qui ont vraiment un aspect professionnel. Ici, ce que je suis en train de vous montrer, c'est juste des petits tests, un document test sur lequel on va travailler à un certain moment avec des choses, on va apporter des choses dedans, on va analyser comment ça a été fait, mais ne pensez pas que c'est ici un document haut de gamme, c'est un peu l'auberge espagnole avec plein de petites techniques qui sont dedans déjà. Donc, ça pourrait être intéressant de démarrer d'un document qui n'est pas déjà vide à un certain moment. Ok. Alors, RVB CMJN, vous connaissez? Donc, la création de couleurs par mélange de lumière, la création de couleurs par mélange d'encre. Ici, j'ai juste tapé dans un navigateur web, Bing, j'ai tapé RVB CMJN, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste moi qui l'ai fait ici. Et on vous montre les schémas habituels. On vous explique la synthèse additive, la synthèse soustractive. Donc, quand on superpose des lumières, on obtient ça. Et à différentes quantités, on obtient bien sûr des millions de couleurs différentes. Et quand on superpose des encres, on obtient ça. Ce n'est pas tout à fait juste parce qu'on obtient en fait du brun très foncé et l'encre noire est là pour renforcer. Donc, ne croyez pas que quand on superpose de l'encre bleu cyan, rose magenta et jaune, on obtienne du noir. Non, c'est pour ça qu'il y a la présence de la quatrième encre, le noir. Donc, quand vous faites un document pour l'impression, il pourrait paraître logique que vous mettiez dans votre document InDesign des blocs en couleur, des carrés en couleur, par exemple, en définissant la couleur en CMJN. Il pourrait paraître logique de mettre des images qui ont été traitées au préalable dans Photoshop, on les a transformées de RVB à CMJN. Pourquoi les transformer? Parce que les images, au départ, elles sont en RVB, puisque quand vous photographiez avec votre smartphone ou l'appareil photo, c'est du RVB que vous récupérez. Les couleurs sont faites par mélange de lumière rouge, vert, bleu. Ça, c'est la logique. C'est la logique dans InDesign. On fait des mises en page avec des images qu'on a transformées au préalable dans Photoshop de RVB vers CMJN. Et il y a même une opération en plus qui se fait dans Photoshop au niveau de la résolution, pour ceux qui connaissent la notion.
Vous pouvez me dire éventuellement ce que c'est, ce qu'il faut faire dans Photoshop avant d'amener l'image dans InDesign? Les DPI, les dots per inch, la résolution, vous allez souvent entendre qu'il faut mettre une densité de pixels sur une distance d'1 pouce, 300 pixels sur une distance d'1 pouce. C'est 300 DPI dans Photoshop. Tout ça est faux depuis 24 ans. C'était vrai dans les années 90, mais depuis 1999, donc depuis 24 ans, allez, 23 ans, je vous le concède, Adobe préconise d'utiliser des images RVB dans les mises en page. Alors, il y a un article qu'on trouve facilement sur le web. J'ai juste tapé ici « InDesign should use RGB » et je tombe sur un article du site Creative Pro, notamment avec David Blattner, qui est une des personnes qui a participé à la création de InDesign à l'origine, donc il s'y connaît un tout petit peu. L'article date de 2014. Et dans cet article, vous allez voir, on ne va pas le lire en entier, mais vous aurez l'occasion de le trouver facilement et de le lire et de le traduire si vous ne connaissez pas l'anglais. Dans cet article, il explique que ça fait 15 ans qu'on vous le dit. Donc, 2014 moins 15, vous calculez. Ça fait 15 ans qu'on vous le dit. Vous devriez importer des images RVB dans InDesign et les convertir en CMJN. Oui, parce qu'il faut absolument les convertir si on veut les envoyer vers un imprimeur, mais au moment de l'exportation du PDF. Parce qu'on donne à l'imprimeur un fichier PDF qui intègre tout, les images, les polices de caractère, tout. Déjà, beaucoup de gens ne savent pas qu'il existe plusieurs CMJN. Ça, c'est l'imprimeur qui va vous le dire. En fonction du papier sur lequel vous avez choisi d'imprimer, il va vous dire, tiens, c'est la norme FOGRA 27, FOGRA 39, ISO Intel, ISO Coated, ISO Uncoated, Euroscale. Donc, l'imprimeur vous dira comment il faut transformer les couleurs que vous voyez sur l'écran, les couleurs RVB, en couleurs CMJN au moment où vous exportez le PDF. Donc, vous allez devoir fournir à l'imprimeur un PDF CMJN. Ça, c'est obligatoire, sauf si vous passez par un imprimeur qui imprime avec une presse numérique. Mais si vous passez chez un imprimeur qui imprime sur une presse traditionnelle, on va dire, une presse offset, vous allez devoir absolument lui fournir un PDF dans lequel les 4 canaux qui correspondent aux 4 encres sont bien déterminés, cyan, magenta, jaune, noir. Donc, l'imprimeur, avec un PDF RVB, la plupart du temps, il ne sait pas travailler. Quoique, il a parfois des machines qui peuvent traiter des PDF RVB et il fait la conversion vers CMJN sur sa machine. Mais c'est marginal, c'est plutôt rare. Par rapport à ce qu'on vous avait dit peut-être précédemment à tel ou tel endroit, ceci est un peu révolutionnaire. C'est contre-intuitif. On fait un document pour l'impression et pourtant, on utilise des images qui sont normalement prévues pour un affichage sur écran, les images RVB. Mais c'est comme ça, parce que c'est plus léger. Ça permet d'adapter plus facilement le document à différents supports. Parce que partir d'un document qui est fait pour un certain CMJN et le transformer pour un autre CMJN, c'est compliqué. Alors que le RVB, c'est mieux. Il y a beaucoup plus de couleurs dans la gamme RVB. On affiche plus de couleurs vives. Et bien sûr, si on imprime chez un imprimeur en 4 encres, ça va ternir. Mais qui peut le plus, peut le moins. Donc, c'est l'idée. C'est qu'on va faire la bonne conversion de RVB vers CMJN grâce à le moteur de gestion des couleurs qui est intégré dans les ordinateurs, le Color Management, qui est utilisé quand, dans InDesign, on fait fichier, exportation, PDF pour l'impression. Je vous montre ici, j'ai juste tapé Offset Printing,
je vous montre juste dans un navigateur web des press offset. Donc, le principe de la presse offset, comme on le voit ici, je vais voir si je peux vous afficher l'image en grand. Oui, super. C'est que vous avez, on le voit ici à droite, l'alimentation de la presse. C'est des feuilles de papier prédécoupées dans ce cas-ci, mais parfois c'est des bobines quand c'est des impressions qui doivent aller plus vite et avec un grand nombre d'exemplaires. Mais typiquement ici, un imprimeur de ville aura ce genre de machine avec des feuilles prédécoupées. Donc les deux solutions existent et la feuille va passer en réalité d'une presse à l'autre parce que on peut appeler ça une presse offset, mais en réalité ce sont différentes presses monochromes dans lesquelles on met différentes encres. Donc ici vous en avez une cinquième, c'est pour la finition, pour éventuellement pouvoir mettre du vernis en plus de l'impression. Ou une couleur spéciale, une couleur Pantone, on appelle ça, pour faire du fluo à un endroit de l'impression. Donc, vous étonnez pas que la presse ici ait 5 presses monochromes. En réalité, ça pourrait être très bien 4. La plupart du temps, ça va être 4. Et donc, vous avez 4 presses monochromes qui vont imprimer les unes à la suite des autres sur la feuille de papier qui va transiter d'une presse à l'autre. Très rapidement, en une seconde. En une seconde, c'est exagéré, mais en quelques secondes. Et donc, voilà pourquoi il faut quand même fournir à l'imprimeur ce qu'on appelle un fichier séparé, c'est-à-dire les 4 canaux cyan, magenta, jaune, noir. Vous ne pouvez pas lui envoyer du RVB. Si vous lui envoyez du RVB et qu'il est capable de le traiter, c'est en interne qu'il va le transformer en CMJN avant d'envoyer sur la presse les informations sous forme de plaques. Et je ne vais pas entrer dans le détail ici, je vous explique juste pourquoi la séparation quadri, la transformation de RVB en CMJN est quand même toujours nécessaire, mais on essaye de la faire le plus tard possible dans la chaîne, certainement pas dans Photoshop, ça se fait le plus tard possible après qu'on ait fait la mise en page au moment où on exporte le PDF. Donc ici, dans l'article, il vous explique bien ça. Voilà, vous avez probablement appris à convertir les images RVB en CMJN dans Photoshop avant de les mettre dans InDesign. Et on sait que vous le faites depuis 1989 avec déjà l'ancien logiciel Adobe PageMaker. Mais vous savez quoi? C'est le 21e siècle et il est temps de sentir un peu de café et de changer sa manière de faire pour le meilleur. Donc, là, il explique en gros que vous pouvez laisser les images en RVB, vous ne devez pas les convertir en CMJN et si vous le faites, certainement pas dans Photoshop. À la fin de l'article, il explique quand même que si vous êtes un pro de la photogravure, c'est-à-dire du traitement des images pour l'impression, si vous êtes un pro, ça n'est pas idiot de faire du CMJN dans Photoshop. Vous contrôlez avec les courbes la quantité d'encre noire, la manière dont l'encre noire va se répartir sur les différentes parties de l'image, sur les parties claires, sur les parties foncées. Mais ça, c'est quand on est un pro de la retouche d'image CMJN. Si vous n'êtes pas un pro, si vous n'avez pas besoin d'avoir un contrôle total sur la manière dont l'encre se répartit sur les différentes intensités lumineuses de l'image, faites confiance aux convertisseurs intégrés à l'ordinateur, la gestion des couleurs et InDesign. Quand on convertit vers le PDF CMJN, utilise la gestion des couleurs de l'ordinateur. Donc voilà, avec les profils couleurs. Bien. Donc ils sont un peu désespérés parce que vraiment c'est beaucoup mieux de travailler en RVB. Il explique, c'est un peu comme quand vous allez dans une prison. Vous allez dans une prison et vous commencez à ouvrir toutes les cellules pour que les prisonniers puissent profiter de la liberté. Qu'est-ce qui se passe? Une partie des prisonniers va sortir et profiter de la liberté, mais il y en a qui vont rester dans la cellule. Eh bien, pour lui, c'est un peu ce qui se passe. Ça fait 15 ans, en 2014, qu'il explique que c'est beaucoup mieux de faire du RVB, et malgré tout,
En 2014, il y en a encore plein qui fonctionnent à l'ancienne. Alors maintenant, si vous travaillez dans une équipe où on ne connaît pas ces techniques et on a l'habitude de travailler en CMJN dans Photoshop, de convertir, etc. Voilà, il faut parfois s'aligner sur les habitudes de l'équipe, mais comme ça, vous avez l'information. Et nous, on va travailler des images en RVB dans InDesign. On ne va pas s'en occuper de faire du CMJN. On transformera ça quand on exporte le PDF. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que certaines sont perturbées par l'information? Ben, je commence fort, hein, avec déjà, par rapport à vos croyances, je casse un peu les croyances, mais franchement, c'est intéressant. Alors, la question de la calibration des écrans, est-ce que ça sert encore à quelque chose de calibrer les écrans? Oui, bien sûr, parce que pour arriver à avoir l'espace couleur de l'image, les couleurs qui sont dans l'image, que ce soit une image RVB ou CMJN, le fait que l'écran affiche les couleurs correctement, qu'il n'est pas trop jaunâtre, bleuâtre, pour simplifier les choses, oui, ça compte évidemment, parce que c'est par là que vous allez pouvoir faire les corrections couleurs. Les corrections couleurs dans Photoshop, sur du RVB, on les fait toujours, hein. C'est juste qu'on ne les transforme pas en CMJN, parce que là, c'est plus compliqué, ça ternit, c'est compliqué à gérer parce qu'il y a 4 couches au lieu de 3. Mais évidemment, un écran, ça compte toujours qui s'affiche bien. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire qu'il existe 2 types d'écrans. Vous avez les écrans pour faire du secrétariat, donc les écrans basiques qui sont aux normes de fabrication sRGB, standard RGB, normes mises au point par HP et Microsoft pour quand même essayer de faire en sorte que quand on a un scanner, mais les scanners on n'utilise plus trop, mais en tout cas un appareil photo, à une imprimante, un moniteur, ben, il n'y a pas des décalages couleurs énormes quand on passe de l'un à l'autre. Si tous ces appareils sont fabriqués aux normes sRGB, ça règle déjà pas mal les problèmes. Mais pour un usage familial ou de secrétariat, on va dire. Par contre, il existe pour les photographes et les graphistes des écrans bien meilleurs qui affichent plus de couleurs. Et plus un écran affiche de couleurs, plus ce sera facile de faire un travail de graphiste dessus. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y en a pour tous les prix. Je vais vous montrer, c'est l'occasion d'en parler, il fallait qu'on en parle à un certain moment, un site fait par un photographe qui s'appelle Arnaud Frisch, vous connaissez peut-être, et qui, lui, fait des tests sur les écrans. Mais alors, ces tests, ils sont particuliers parce qu'il ne vous dit pas quels sont les meilleurs écrans. Voilà, tiens, l'écran à 4 500 €, là, il est quand même un peu meilleur que celui à 4 800. Vous allez gagner 300 € si vous achetez celui-là. Non, il va, en fonction de votre budget, vous dire quel est le maître achat. Évidemment, ça commence à 350 € quand même. On ne parle pas d'écran qu'on va acheter dans le supermarché du coin pour faire du secrétariat, de l'Excel ou du Word. Donc ça, c'est juste pour ceux qui veulent afficher, faire du travail de graphiste un peu plus sérieux. Un bon écran, c'est intéressant. Bon, ben, pensez aussi au marché d'occasion si ça ne vous dérange pas, parce que c'est vrai qu'on peut diviser tous les prix par 2 à ce moment-là. Donc là, j'ai juste tapé Arnaud Frisch comparateur d'écran et je suis tombé sur un lien qui m'amène vers son site. Donc, apparemment, je vais devoir cliquer là, choisir son écran. Voyons un peu ça. Oui, il explique un peu tout. Et à un certain moment, il y a le guide d'achat 2024. Voyons un peu ce que ça raconte. Ah ben voilà, il y a les catégories en fonction de la diagonale, déjà. Et vous avez les écrans entrée et moyenne de gamme. Si votre budget est limité, ça peut être intéressant. Puis il y a les écrans haut de gamme. Mais commençons par les écrans moyenne de gamme, comme ça on voit un peu. Donc ça évolue évidemment tout le temps, puisque les technologies évoluent. Guide d'achat des écrans, photo ou moniteur vidéo, donc c'est pour ceux qui font du graphisme, de la photo, de la vidéo. 24 pouces, donc c'est la diagonale, budget à partir de 240 €. Mis à jour le 9 mars 2024, etc. Et puis voilà, à moins de 290 ici, le Dell ici, l'Asus ici, voilà.
Et puis, voilà, il y a le test complet à aller voir si ça vous intéresse. Donc ça peut aider, ce genre de choses. Ce genre de site peut aider. Bien sûr, il faut recouper ça avec d'autres informations. Il faut aller voir d'autres informations qui parlent des écrans, des forums, demander à des graphistes. Ne prenez pas pour argent comptant ce que Arnaud Frisch raconte. N'hésitez pas à aller comparer. Voilà. Mais voilà, des écrans pour graphistes. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant que ça existe, des écrans pour graphistes et photographes. Certainement, hein, vous saviez qu'il y avait du haut de gamme. Et donc, ça affiche plus de couleurs. Ça, c'est intéressant. Je vais aller voir juste la sélection des écrans haut de gamme. Donc, évidemment, on tombe sur des marques que vous n'avez peut-être jamais vues, comme Eizo, entre 450 et 1200 € ici, le budget. 850 € celui-ci, Eizo Color Edge. Moins de 1100 €, toujours Eizo. Alors, on a une autre marque professionnelle pour l'affichage, BenQ, 1490, et moins de 2000 €, Eizo à nouveau, Asus, ben oui, BenQ, etc. Alors, si vous achetez un portable Mac, alors il n'y a plus vraiment de gamme portable basique et de gamme portable pro. Je pense qu'ils affichent correctement les couleurs et assez bien chez Mac. Par contre, si vous achetez un portable Windows, il va falloir faire attention à la qualité de la dalle, donc de l'écran. Si vous voulez un écran haut de gamme, il faudra faire attention à ça. Certains achètent des portables puissants pour faire de la 3D et modifient, font remplacer la dalle. Bon, sinon, il y a des portables avec directement une dalle, des portables Windows avec directement un écran qui affiche beaucoup de couleurs. Tout ça est bien documenté, c'est bien mis en avant au moment où vous regardez les caractéristiques. Anciennement, la référence, c'était l'espace Adobe RGB. L'espace couleur Adobe RGB. On disait, voilà, il faut qu'un portable couvre minimum 100% de l'espace couleur Adobe RGB, voire même plus, 140%. Donc, c'est une autre norme de fabrication. On a parlé de la norme de fabrication sRGB, mais donc voilà, on a du Adobe RGB. Mais entre-temps, il y a d'autres normes qui sont apparues, notamment P3. Donc, Adobe RGB n'est pas nécessairement la norme à laquelle on fait référence encore de nos jours. Mais malgré tout, il est possible que vous ayez certains portables qui vont mettre en avant, couvrent 100% de l'espace Adobe RGB. C'est un minimum, quoi. Hein. S'ils couvrent moins de 100%, c'est pas très bon, en fait. Hein. Alors ici, j'ai juste tapé achat écran, espace couleur Adobe RGB, ordinateur portable, et j'ai cliqué sur un des liens et je tombe là-dessus, passion numérique, quels sont les meilleurs écrans photo en 2024. Donc quand je vous disais qu'il fallait recouper les informations, voilà. Et alors quand je fais une recherche ici sur la page sur le mot Adobe RGB, je tombe sur ceci, espace couleur, 100% l'espace Adobe RGB. Voilà. Donc c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible, peut faire mieux. Mais bon, c'est mieux qu'un écran de secrétariat, mais voilà. En voilà un autre. Voyons un peu. OK, c'est à peu près la même chose. Donc la technologie OLED, comme tu dis, oui, ça peut être bien, tout à fait. Ça peut afficher beaucoup de couleurs et oui, également résister au reflet, à l'éclairage ambiant. Ça permet de travailler dans un éclairage qui est déjà quand même assez fort quand on n'a pas le choix. Voilà. Alors, tu me dis que quand tu mets un fichier Illustrator dans InDesign, la couleur change.
Donc ça ressemble assez fort à un problème de cohérence des profils couleurs entre les logiciels. Et donc, il y a parmi la gamme Adobe, il y a un logiciel qui s'appelle Adobe Bridge qui permet d'un coup de régler tous les logiciels de la suite Adobe de la même manière pour qu'ils soient en quelque sorte synchronisés au niveau de leur réglage. Et là, en principe, quand on passe un élément d'un logiciel à l'autre, ça pose moins de problèmes. Voilà, donc c'est quelque chose à vérifier. Tu as encore ça actuellement sur ton ordinateur chez toi? C'est qui? En principe, ça ne doit pas changer, hein. Quand on passe d'un programme à l'autre, ça ne doit pas changer. Est-ce que vous avez Bridge qui est installé? On va voir, on va aller jeter un petit coup d'œil pour voir si Bridge est installé. Alors Bridge, c'est un logiciel qui permet de naviguer dans vos dossiers et vos fichiers Illustrator, InDesign, Photoshop. Vous allez pouvoir voir, avant de les ouvrir, voir ce qu'il y a dedans. Ça va vous montrer des icônes, vous pourrez même voir en grand avant même de les ouvrir, ce que parfois le système d'exploitation ne permet pas. Windows, vous faites des fichiers Photoshop, c'est juste des petites icônes bleues, on est d'accord, hein. Même chose pour InDesign, c'est des icônes roses. On ne voit pas ce qu'il y a dedans tant qu'on ne l'a pas ouvert. Mais Bridge va permettre de visualiser. Donc c'est un catalogueur d'images aussi, un peu comme dans Lightroom. Par mots-clés, on peut faire des collections d'images. C'est très complet, mais beaucoup de gens ne l'utilisent pas en fait. Donc il y a 3 utilisations. Première utilisation, synchroniser les couleurs sur toute la suite Adobe pour avoir une cohérence quand on passe un élément d'un logiciel à l'autre. Deuxième utilisation, naviguer dans ces dossiers et arriver à voir le contenu des fichiers sans même devoir les ouvrir. Et troisième utilisation, faire du filtrage des catalogues sur tout un disque dur qui contient des dizaines de milliers d'images, par le nom, par les tags, par un peu comme pour ceux qui connaissent dans Lightroom, c'est le principe du catalogueur d'images. Mais peu de gens l'utilisent. Et on peut aussi l'utiliser pour modifier les données EXIF des fichiers photos. Pour ceux qui connaissent la photographie, quand on prend une photo, ça indique où ça a été pris. On peut supprimer les données EXIF ou les modifier. Oui, parce que si vous envoyez des photos et que vous n'avez pas envie que les gens sachent où ça a été photographié, par exemple, vous pouvez supprimer les informations dans les fichiers. C'est des métadonnées. Enfin, c'est assez puissant quand même, mais voilà. Alors, allons voir Bridge. Hop. On va faire ça, oui. Ça fait longtemps que j'y suis plus allé, parce que personnellement, je n'en ai pas un grand besoin pour l'instant. Jetez un petit coup d'œil, comme ça vous voyez dans les menus. Il y a des outils, ce dont je vous parlais, les métadonnées, donc les données EXIF notamment dans les photos. Données qui peuvent être utilisées par InDesign d'ailleurs. Quand vous faites une mise en page, InDesign est capable d'aller chercher les données EXIF dans les photos, notamment pour indiquer en dessous de la photo automatiquement dans une légende où est-ce que la photo a été prise, par qui. Mais bon, ce qui nous intéresse ici pour le problème dont on parlait, c'est menu édition, paramètres de couleur. Allez-y. Actuellement, les applications ne sont pas synchronisées chez moi. Alors, je ne sais pas si chez vous, le cercle est cohérent, entier, ou est-ce qu'il y a un morceau de tarte qui a été volé par un castor? D'accord, entier. Entier, donc c'est que ça va ici. Voilà. Mais si on a été modifié dans un des logiciels de la suite, on a été modifié le réglage couleur dans édition couleur, ben, ça peut générer des problèmes quand on transfère les informations. Ça peut expliquer. Alors, en principe, dans n'importe lequel des logiciels, Photoshop, Illustrator, InDesign, on est capable de générer un profil couleur, puis on le retrouve ici dans Bridge, et puis il faut, par le menu ici, l'appliquer. Quel est le profil qui est actuellement sélectionné chez vous? Est-ce que vous le voyez dans la liste?
Utilisation générale pour l'Europe. 3. Bien, ben on va prendre ça. Oui, alors pourquoi pour l'Europe? Ben, il faut savoir que en Amérique du Nord et au Japon, ils impriment aussi en cyan magenta jaune noir, il n'y a pas le choix. Pour obtenir plein de couleurs sur le papier, faire des photos, il faut utiliser ces 4 encres et les superposer. Ça agit comme des filtres à lumière, ces encres. Mais c'est pas le même cyan et pas le même magenta. Voilà pourquoi on parle ici de l'utilisation générale pour l'Europe. Et j'en profite pour dire que si vous avez installé vos logiciels Adobe en anglais, il est probable que vous ayez les réglages américains. Et ça peut vraiment être foireux quand vous imprimez, vous allez avoir de gros décalages parce que c'est pas la même couleur de cyan, pas la même couleur de magenta chez l'imprimeur. Voilà. Pour la petite histoire, c'est pour ça que les amateurs de comic books préfèrent toujours les originaux américains aux rééditions européennes. Parce qu'il y a vraiment, dans les comic books, dans les bandes dessinées américaines, des couleurs bien vives, bien pures. Voilà, notamment la combinaison de Superman, c'est connu. Donc, attention à ça, si vous avez installé vos logiciels en anglais, il va falloir aller changer ça si vous voulez imprimer en Europe. Donc là, on va cliquer sur Appliquer. Enfin, vous l'avez déjà, hein, mais moi, je vais cliquer sur Appliquer. Voilà. Et alors, si je retourne dans Édition, paramètres de couleur, on va voir ce qui va se passer. Oui, maintenant, je suis synchronisé. J'ai les mêmes paramètres dans tous les logiciels. Voilà. Donc ça, c'est bien. Alors, je ne sais pas quel est le logiciel parmi tous ceux que j'ai qui était réglé différemment, mais donc je n'avais pas prévu d'en parler, mais je réponds à ta question et donc voilà, ça fait partie des astuces. Donc pour répondre à ta question, il y a ce qu'il faut dans les logiciels pour faire des simulations pour les daltoniens. Donc on n'appelle plus ça daltonien maintenant, mais on donne les noms spécifiques. Quel est le type de cône qui est déficient sur la rétine, deutéranope, pronatope, enfin pas certain que j'ai les bons noms, ça ressemble à des dinosaures, mais non, c'est bien des types de daltonisme. Donc ceux qui ont des déficiences couleurs, ce qui représente quand même 4 à 5% des garçons caucasiens, donc des garçons blancs, puisque c'est génétique, c'est chez les garçons blancs qu'on trouve ça la plupart du temps. Ben, il faut en prendre compte, il faut en tenir compte quand on fait de la communication, évidemment. Quand on superpose du texte en couleur sur un fond en couleur, ça peut être évident pour vous que c'est lisible, mais pas nécessairement pour un daltonien, entre guillemets. Et donc, dans Illustrator, Photoshop, InDesign, il y a la simulation de 2 daltonismes, en tout cas les plus connus. Vous avez aussi sur le site color.adobe.com un site qu'on utilise, quels que soient les logiciels dans lesquels on travaille. On fait parfois appel à ce site, color.adobe.com. Il y a une partie où il y a les outils d'accessibilité. Voilà. Et on vous explique des choses sur les contrastes. Donc ici, vérificateur. Le vérificateur de quoi d'ailleurs? C'est pas en entier. De contraste, sans doute, oui. Vérificateur de contraste, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, vérificateur de contraste est adapté à la vision daltonienne et donc on peut choisir ces couleurs en tenant compte des déficiences chez certaines personnes. Mais ça se fait aussi à l'intérieur des logiciels. Pour tout vous dire, cette partie-ci, je ne l'utilise pas, mais je sais que déjà sur le site color.adobe, ils en parlent. Hein, voilà, l'accessibilité, mais voilà.